Merci de m'accueillir et de me laisser le soin d'ouvrir. Je vais dire des choses qui sont souvent considérées comme désagréables par les oreilles de gauche. Mais c'est un rôle que j'aime assez, donc je ne vais pas faire ça de manière triste. Et je voudrais d'abord commencer par poser le diagnostic, avant d'en venir aux solutions. Diagnostic, premièrement, je voudrais rappeler une chose déjà en préface. J'adore la partie non marchande de l'économie. J'adore les services publics gratuits. Je suis pour le développement de tout ça, en tant que citoyen. Mais je rappelle que le revenu national monétaire, ce qu'on touche tous les mois, quand on travaille pour l'économie marchande, l'économie gratuite, non marchande, il est fabriqué à partir des richesses marchandes. C'est les richesses marchandes qui financent la totalité de notre niveau de vie. Deuxième remarque, également subversive en apparence, dans ce pays en tout cas, encore que pour moi, elle va à peu près de soi, c'est une évidence. Deuxième remarque, les richesses marchandes, pour l'essentiel, quand je dis pour l'essentiel, c'est à peu près 80%, sont fabriquées par les entreprises. L'État, pour l'essentiel, ne fabrique pas de richesses marchandes. Il est plutôt du côté de l'économie non marchande, c'est-à-dire de l'économie où on redistribue, pas de l'économie où on produit. Troisième remarque, et c'est ça qui me rapproche de la compétitivité, dans une économie mondialisée, où se produisent des échanges à travers les frontières, à quoi mesure-t-on le pouvoir d'achat sur le plan international d'un pays? À sa capacité d'exportation. Parce que, chacun comprend ça, les importations que nous payons, qu'elles soient incontournables, je pense aux importations d'énergie, de pétrole, donc addition de l'ordre de 130 milliards d'euros, si je ne me trompe pas, les importations énergétiques. Donc les importations soit incontournables, soit des importations, si je puis dire, de confort, auxquelles on procède parce qu'elles élèvent notre sentiment de niveau de vie. Je pense aux écrans plats, aux smartphones, aux iPads, etc. Elles sont nécessairement payées par nos exportations. Ce que nous pouvons importer en valeur correspond à ce que nous pouvons exporter. Sinon, ça veut dire que nous vivons pour la différence. Si les importations sont supérieures aux exportations, ça veut dire qu'on vit au crochet de l'étranger. Ça veut dire que l'étranger nous prête systématiquement, tous les ans, de quoi financer la différence. C'est ce qui se passe en France depuis plusieurs années de manière structurelle. Notre déficit de balance commerciale n'arrête pas, depuis une bonne dizaine d'années, de s'aggraver. En 2001 ou 2002, je ne sais plus exactement, nous étions encore dans une position relative meilleure que celle de l'Allemagne. Nous avions un léger excédent de balance commerciale quand l'Allemagne était encore déficitaire. Aujourd'hui, nous avons un déficit de 3,5% du PIB, 75 milliards d'euros. L'Allemagne va avoir un excédent de 150 milliards en ordre de grandeur. 10 ans. Diagnostic, nous avons perdu énormément de parts de marché à l'exportation sur le marché mondial, sur le marché européen. Nous avons détruit une large partie de notre appareil industriel en contrepartie de cette perte de parts de marché. Pourquoi? Parce qu'autre remarque importante, et qu'en général l'opinion publique ne mesure pas exactement, 80%
des biens qui s'échangent à travers les frontières, c'est-à-dire 80% du commerce international, ce sont des produits. Ce sont des produits industriels. Les services, fondamentaux pour la qualité d'une civilisation. À nouveau, j'adore les services. Les architectes, les comptables, les banquiers, les financiers, les avocats, tout ça, les vendeurs de services, formidable. Mais les services, ça se consomme en proximité. Ça ne s'échange pas à travers les frontières. Les seuls services qui s'échangent à travers les frontières, pour l'essentiel, ce sont les services de tourisme. À peu près 10% de l'échange international. Donc 80% plus 10% de tourisme, vous êtes à 90% de l'échange international. L'essentiel des échanges internationaux, ce sont des produits industriels. Et donc je ne connais pas d'affirmation plus irresponsable que de dire on peut se passer de l'industrie, on va construire une économie de service, ou variante encore plus extraordinaire, plus triste, plus lamentable, quand il s'agit de mes congénères d'école et même de la politique spéciale, donc je ne connais pas son nom, nous allons vers des industries sans usine, vers des entreprises sans usine. Donc, si nous avions maintenu à peu près nos parts de marché à l'exportation, comme les Allemands l'ont fait depuis 10 ans, comme l'Europe globalement dans le monde l'a fait, parce qu'on nous dit de temps en temps que tout ça c'est les Chinois, les pays émergents. Bon, c'est vrai, les Chinois ont beaucoup monté en part de marché dans les échanges internationaux. Les États-Unis ont baissé jusqu'à présent, ça risque de changer. Le Japon a baissé. L'Europe prise globalement, c'est un tout. Donc, à l'intérieur de l'Europe, nous sommes vraiment un point faible. Si nous avions maintenu à peu près une part de marché, ça fait 10 ans que nous aurions au moins 1,5 point de croissance de plus par an, au moins. Et nous aurions vraisemblablement de l'ordre de 1 million, 1,5 million de chômeurs de moins, probablement. Vous voyez, par rapport à la situation de chômage que nous connaissons, nous serions dans un autre système. Accessoirement, nous aurions aussi probablement de l'ordre de 2 points, 2,5 points de déficit budgétaire en moins. Donc cette perte de marché, cette perte de compétitivité nous a beaucoup coûté en termes macroéconomiques, continue à nous coûter. Et tant que nous ne rétablissons pas notre compétitivité, nous allons nous installer, nous sommes installés, et à mes yeux ça va durer, nous sommes installés sur un sentier de croissance nulle, avec toutes les conséquences que ça entraîne en matière de chômage, d'équilibres sociaux, de tensions sociales et d'instabilité politique et de risque politique. Quelles sont les raisons de cette perte de compétitivité? Alors, je vais faire simple et brutal. Il y a eu 2 thèses en présence. Une thèse disant fondamentalement, nous avons un coût du travail trop élevé depuis plusieurs années, et donc il faut alléger le coût du travail, prendre des charges sociales qui pèsent aujourd'hui sur les entreprises, alléger les charges sociales des entreprises et les reporter sur les ménages pour alléger le coût du travail. Ça, c'est l'idée de la TVA sociale de Nicolas Sarkozy. Donc je vous laisse penser ce qu'elle est devenue avec François Hollande. Je ne rentrerai pas dans ce détail. Deuxième thèse, qui était la thèse plutôt à gauche, en tout cas pendant la campagne électorale, le coût du travail n'est pas le vrai problème. Le coût du travail, c'est qu'on a de mauvais entrepreneurs, je caricature, qui ont choisi les mauvaises gammes de produits, qui ne font pas de recherche, qui ne font pas d'innovation et qui ne sont pas capables d'organiser leurs usines et de travailler aussi bien que le font les industriels du nord de l'Europe, l'Allemagne en tête. Je vais vous proposer une synthèse simple. Nous avons tout faux. C'est-à-dire que nous avons le double problème d'avoir un coût du travail
deuxièmement, d'avoir une qualité d'offre effectivement insuffisante. Coût du travail trop élevé, je vais le dire en termes, là je suis absolument dans mon rôle d'afro-jojo, je vais le dire en des termes que je n'ai vu utiliser ni par le patronat, ni par les syndicats, ni par la droite, ni par la gauche, ni par les journalistes. Donc je vais parler de quelque chose qui a l'air d'être tabou en France. Si vous regardez ce qui se passe en France depuis une dizaine d'années en matière de coût du travail, vous apercevez que les salaires par unité de produit, enfin disons les salaires, le niveau des salaires a progressé plus vite que la productivité dans le secteur productif. Bien entendu, si vous prenez l'Allemagne, l'évolution est exactement contraire. Je vais noter, c'est bien, vous irez chercher les chiffres, vous irez vérifier les chiffres. En plus, on ne les trouve pas. Ah, très bien. Très bien. On verra si c'est les mêmes ou pas. Donc les salaires ont progressé plus vite que la productivité, alors qu'en Allemagne, c'est le contraire. Et donc, quand vous ne pouvez plus réajuster vos évolutions salariales par des évolutions de taux de change, ce que nous ne pouvons plus faire depuis qu'on est entré dans l'euro, et ce qu'on faisait avant. J'ai vécu la période d'inflation d'évaluation, qui était le modèle classique de croissance française jusqu'en 82-83. Donc, vous ne pouvez plus réajuster par des variations de taux de change, donc vos augmentations salariales, plus fortes que celles de la productivité, se traduisent nécessairement par une hausse de prix, c'est-à-dire par une perte de compétitivité dès lors que vous n'avez pas de capacité d'ajustement de votre taux de change. Et donc, si je reviens sur les réformes Schröder, deuxième mandat de M. Schröder, qui a marqué le virage en Allemagne et le retour de l'Allemagne à une compétitivité extrêmement forte, je dirais que la chose la plus importante de la réforme Schröder, c'est celle dont on parle le moins. Ce n'est pas les réformes de structure tellement, c'est la modération salariale. Et donc c'est le plus important dans l'Allemagne, à mes yeux, c'est le type de dialogue social qui permet de construire l'entreprise comme lieu de fabrication de richesse. Je suis sûr que ça va provoquer des réactions, mais donc on a faux sur le plan du travail. Oui, on a un coût du travail trop élevé et alors je vais en rajouter dans la provocation, parce que je sens qu'il y a des gens qui vont pas être complètement convaincus. Pourquoi le transfert de charges sociales en soi ne suffit pas à mon bonheur? Et j'en rajoute. Qu'il soit financé par la TVA ou par la CSG. Parce que je me dis que si on organise ce transfert et qu'on continue à avoir une évolution salariale ensuite plus rapide que celle de la productivité, on aura joué pour rien. On repérera en 3-4 ans le ballon d'oxygène qu'on aura donné à notre appareil productif. Et ça, c'est une responsabilité globale de l'ensemble des partenaires sociaux. Deuxième sujet, nous avons une offre de qualité insuffisante. Nous n'avons plus que quelques rares filières d'excellence au niveau international, l'aérospatiale, je veux dire excédentaire en balance commerciale, hein, le truc comme ça va fait probablement. L'aérospatiale, le luxe, l'agroalimentaire, qui est encore positif en balance commerciale, mais qui perd des parts de marché, notamment par rapport à l'agroalimentaire allemand. Un peu la pharmacie, et puis c'est fini. Notre balance commerciale automobile est gravement déficitaire. Donc, pour synthétiser mon propos, j'aurais tendance à dire, en m'excusant d'avoir l'air aussi anti-français, les voitures françaises, elles sont moins bonnes que les voitures allemandes et elles sont plus chères. Alors les deux à la fois, difficile d'être compétitif.
Voilà pour le diagnostic. Si on continue comme ça finira mal. Donc la nécessité de reconstruire notre appareil industriel est à mes yeux une nécessité absolue. Je l'ai écrit en 2012, je l'avais déjà écrit en 2008, puisque dès que j'ai vu les premières esquisses de politique économique de Nicolas Sarkozy, j'ai sorti un livre qui s'appelait Sarkozy, l'erreur historique. Donc les propos étaient distribués. Ça n'a pas rendu très populaire de ce côté-là. Et France État critique, malheureusement, c'est un quinquennat plus tard, le même livre qui dit les mêmes choses, sous une forme un peu différente. Je n'ai pas envie de plus dire le troisième. J'aimerais bien qu'enfin, on se réveille et on affronte le problème. Comment les affronter? Le coût du travail, j'en ai parlé. Il faut le mettre sous contrôle. Il faut le réguler, là aussi. Et ça passe nécessairement par une modification fondamentale du dialogue social. De l'offre, il faut investir, innover. Ça nécessite de revisiter la maison du fond concombre, l'éducation nationale, les formations professionnelles, donc vaste programme, et accessoirement dans l'industrie. Est-ce que vous savez que l'industrie française est de toutes les industries européennes celle qui a les marges d'exploitation les plus faibles? On n'a qu'un pays, qui d'ailleurs n'a pas d'industrie, qui a des marges plus faibles que la nôtre en matière industrielle, c'est la Grèce. Donc on ne pourra pas reconstruire une offre industrielle si on garde au niveau industriel des marges aussi faibles. Accessoirement, ça va peut-être vous surprendre, mais quand on regarde les différents secteurs d'activité français, regardez le commerce, les services, l'agriculture, la construction, etc., et l'industrie, vous dites que l'industrie, c'est là qu'il y a beaucoup de capital, c'est capitalistique, donc ils ont des amortissements élevés, donc ils devraient avoir des marges brutes au moins supérieures à celles des autres secteurs français d'activité. C'est faux. L'industrie est le secteur en France qui a les marges les plus faibles. Quand on veut créer une entreprise en France, il vaut mieux la créer dans le commerce que dans l'industrie. Donc on a un problème fondamental de coût et d'équilibre du modèle économique français. Donc, pour augmenter les marges, pour quelle politique industrielle? Là, je vais être très, très rapide, je ne fais que donner deux chapitres. Quelle politique industrielle? C'est assez simple. Des entreprises industrielles françaises dignes de ce nom, il y en a malheureusement peu. Il y a les 250 groupes de plus de 5000 personnes. Et il y a à peu près 1500 entreprises de taille intermédiaire qui ont plus de 250 personnes. Et c'est fini. En dessous, il n'y a à peu près rien en matière de production industrielle. Donc, ça fait moins de 2000 entreprises. Un vrai ministre de l'Industrie, un grand ministre de l'Industrie, stable à son poste pendant un temps suffisant, au bout de quelques mois, normalement, il doit connaître chacune des 2000 entreprises en question. Et il doit être capable de dialoguer, de discuter avec elles de manière individuelle sur le thème, si jamais j'arrive à vous augmenter vos marges, vous en faites quoi? Dans quoi vous avez envie d'investir? Quels sont vos projets d'innovation? Quels produits vous avez envie de développer? Qu'est-ce qui vous manque comme ressources d'ingénierie? Qu'est-ce qui vous manque comme ressources de laboratoire? Comment puis-je? Je ne connais pas d'autres politiques industrielles que celle qui consiste à s'adresser de manière bilatérale à une succession d'entrepreneurs. Deux anecdotes pour terminer, très courtes. Je reviens d'un voyage en Allemagne où j'ai eu la chance d'être invité à visiter une entreprise intermédiaire de pays allemands. Créée dans les années 60, entreprise de famille, possédée à 100% par la famille. Elle est née dans les années 60, elle est spécialisée dans la logistique, le traitement des déchets industriels, l'équarrissage et le transport public.
En 1960, elle a été créée, elle avait quelques centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous sommes quoi, 50 ans plus tard, 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus de 60 000 personnes. L'argent a été systématiquement réinvesti. J'ai eu le privilège de visiter l'appartement de deux des frères. Ce sont des appartements de cadre moyen supérieur français. Et le dialogue social est bien entendu complètement différent de celui que nous connaissons en France. Deuxième anecdote, je suis méditerranéen. Donc, je me méfie du soleil, donc j'achète des parasols. Comme j'ai une femme qui a des droits égaux, bien que méditerranéen, t'arrives, hein, vous voyez. Moi, j'achète des parasols, elle en achète des différents. Les miens sont à côté de la piscine, les siennes sont sur la terrasse. Il y a histoire vraie, il y a 18 mois, pièce a changé, donc je vais voir où viennent les parasols. Je vais voir envoyer un mail pour Made in Germany. Putain, la mer en face, mes parasols, je vais voir, c'est ma femme. Je regarde, Made in Germany. 2 mois après, je suis invité à l'université d'été du Modem, au bout de la presqu'île de Gien, c'est-à-dire très exactement à 10 minutes de chez moi. Dimanche matin de septembre, c'est pas de gens qui viennent de toute la France, ils ne savent pas qu'en septembre, on peut faire encore, le soleil peut être très, très, très chaud, très dangereux. Donc 500 personnes, ça se passait dehors, j'arrive, je dis est-ce que je peux avoir une casquette? On me dit on va vous donner beaucoup mieux, on va vous amener un parasol. Donc on amène un parasol, et donc l'assistant ne comprend pas pourquoi je me lève et je vais m'agenouiller devant cette relique barbare pour lire Made in Switzerland. Fin de l'histoire. Merci. Je ne vais pas vous poser de questions sur les parasols. Par contre, je vais revenir sur deux, trois petits points. Pour être bien clair, les 20 milliards du gouvernement, le crédit d'impôt, ça arrive. Non, ça n'est pas ce que je... Non. Il y a une chose qui est, à mes yeux, très importante, c'est que c'est la première fois qu'un gouvernement de la République prend acte de manière explicite que notre problème de compétitivité est un problème majeur de l'économie française. Donc ça, dont acte, bravo. Il n'y a pas de précédent. En revanche, quand on regarde le volume des décisions qui ont été prises par rapport à l'ampleur du problème, on est dans l'homéopathie. Il y a sûrement des gens dans la salle qui croient à l'homéopathie, moi pas. On est dans l'homéopathie alors que nous relevons d'un traitement beaucoup plus lourd. Il faut plus de 20 milliards. Écoutez, si vous me poussez, on a commencé par mettre 10 milliards d'impôts dans le budget ordinaire de prélèvements supplémentaires sur les entreprises. Donc pour améliorer la compétitivité du système productif, pas terrible. Je parle du budget ordinaire. Ensuite, on arrive 3 mois derrière, et grâce à la Gallois, beaucoup, on dit, ah ben non, on va faire moins 20. Plus 10, moins 20, ça ne fait que moins 10. Je crois. En outre, sur l'année, sur les moins 10, il y en a 5 et 5 qui sont respectivement en 2014 et 2015. Donc, en immédiat, Epsilon. Regarde, la situation réelle de l'appareil productif français pendant toute l'année 2013, ça sera plus 10, moins 10, égale 0. Donc le progrès de productivité, nul. C'était pas bon en principe. C'était bon en principe d'aller faire plus. C'était bon en principe. Il fallait faire plus. Oui, il fallait faire plus. Et surtout, il ne fallait pas commencer par augmenter les impôts sur les entreprises. Financé par la TVA, la CSG.
Est-ce que je peux vous dire que ça me paraît du second ordre? Je sais bien que les politiques adorent s'expliquer là-dessus. L'impact macroéconomique n'est pas de second ordre, sans documenter. Moi, personnellement, je préfère plutôt la CSG. Mais le défaut de compétitivité de l'appareil français, de l'appareil politique français est tel qu'il faut essayer d'expliquer aux Français que de toute façon, les charges qui pèsent sur les entreprises, les charges sociales, c'est eux qui finissent d'une manière ou d'une autre par les payer. Donc il faut un transfert de Donc il faut un transfert. Mais derrière, un transfert de richesse des ménages vers les entreprises. Des entreprises vers les ménages. Des ménages vers les entreprises. Deuxième question, comme vous êtes volontiers provocateur, je vais vous permettre aussi. Vous avez parlé de formation professionnelle. Est-ce qu'on a trop d'X et pas assez d'enseignement professionnel? Oui, absolument. Absolument. On n'a plus assez d'ingénieurs, on n'a plus assez de techniciens supérieurs. Et contrairement à une image qui nous convient à tous, la qualification technique moyenne de notre main-d'œuvre est insuffisante par rapport à celle des pays d'Europe du Nord. Donc oui, on n'a pas assez de vrais ingénieurs. Ils ne forment pas de vrais ingénieurs, j'en suis malheureusement l'exemple vivant. Alors, dernière question, sur le coût du travail, est-ce que vous ne faites pas, certains font du catastrophisme de la dette, est-ce que vous ne faites pas un peu de catastrophisme du coût du travail? Je m'explique. On compare toujours la France à l'Allemagne. Donc, je vous donne les chiffres sur le coût du travail, sur les chiffres américains. Malheureusement, Eurostat est petit, les États-Unis donnent beaucoup de chiffres, y compris sur l'Europe, mieux que Eurostat. Une heure de travail dans le secteur manufacturier, 2010, dernier chiffre américain, 40,6 $ en France, 40,4 dans la zone euro, 43,8 en Allemagne. Alors un écart qui nous est favorable, beaucoup moins favorable que dans les années 2008, c'est vrai, l'écart c'est réduit. Mais vous avez raison, le coût du travail au niveau absolu, ça compte, mais il faut aussi tenir compte de la productivité, qu'est-ce qu'on fait avec ce temps de travail. Et alors là, je vais vous donner les chiffres sur 99-2010, 90, longue période structurelle. C'est vrai qu'en France, donc les coûts salariés, une fois qu'on tient compte de la productivité, ils ont augmenté de 5,5%. En Allemagne, 0,6%. Donc là, ça justifie votre commentaire. 0,6, 5,5. D'abord, regardez les Italiens, plus 33, les Espagnols, plus 25, le Royaume-Uni, plus 14. Est-ce que finalement, la France n'est pas dans la moyenne européenne et l'homme difficile, l'homme différent, c'est l'Allemagne qui a aussi une politique de déflation salariale, qui l'amène beaucoup plus bas que l'ensemble des pays européens, et nous, finalement, on est comme le reste des Européens. Votre chiffre 43-40, c'est quoi? C'est la totalité du système productif ou c'est le secteur manufacturier? Manufacturier. Voilà, très intéressant. Je me disais bien que... Alors, vous avez raison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en instantané, les coûts du travail dans le secteur manufacturier en France et en Allemagne sont à peu près au même niveau. Simplement, il y a 10 ans, on était inférieur en coût de l'ordre de 15%. 19, vous voyez, je suis modéré, 19%. Donc on a mangé cette différence en disant, c'est bien ce que je dis, sur notre absence de contrôle des évolutions salariales. Je dis en termes un peu technocratiques et plutôt, j'étais chef d'entreprise aussi, donc il m'en reste quelque chose. Deuxièmement, ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que l'évolution des salariés dans les services en France est similaire à celle qu'il y a dans le secteur manufacturier. Alors qu'en Allemagne, le coût du travail dans les services est beaucoup plus bas que le coût du travail dans l'industrie. Or, quand vous prenez l'industrie, elle a son coût du travail direct, mais elle a aussi des consommations intermédiaires qui viennent du reste de l'économie et en particulier des services. Et donc, l'Allemagne profite de deux facteurs de production à coût faible. D'abord, de sa capacité à externaliser une partie de ses productions en Allemagne de l'Est et à garder les fonctions à valeur ajoutée. Et deuxièmement, elle a des coûts du service avec toutes les difficultés que je connais sur le travail précaire, l'absence de flux, les difficultés sociales dans certaines parties de la population, mais l'économiste parle après, le responsable social proteste. L'économiste dit, ça fait quand même à l'arrivée une différence de compétitivité en matière de coût très forte en faveur de l'Allemagne.
Enfin, pour terminer sur la hiérarchie européenne, oui, nous sommes à peu près juste à la moyenne en Europe, mais à condition de ne pas oublier que les pays qui sont en dessous de la moyenne, ou plus exactement au-dessus en termes de progression salariale, ce sont tous les pays qui ont des difficultés au moins aussi importantes que les nôtres. Ce sont tous les pays d'Europe latine, c'est-à-dire d'abord la Grèce. On les classe presque, si vous avez les chiffres, on peut presque faire un classement. On a les classements par ordre de difficulté, recoupent les évolutions salariales. Là où les salaires ont le plus progressé depuis 10 ans, c'est en Grèce. C'est pas seulement qu'ils ne payent pas leurs impôts. Deuxièmement, vous avez l'Espagne, enfin vous avez l'Italie, et puis vous avez la France. Et en dessous de la moyenne, vous avez tous les pays d'Europe du Nord. C'est-à-dire dans la zone euro, effectivement, l'Allemagne, la Finlande, l'Autriche, mais vous avez en dehors de la zone euro, allez voir, moi je n'ai pas les chiffres de tête, si vous allez voir quelle a été l'évolution salariale en Suède, par exemple, ou en Suisse, qui ne sont pas des pays de la zone euro, mais qui sont des pays à mes yeux d'Europe du Nord, et qui sont nos concurrents. Merci, je pense que votre position est claire. On va donner la parole maintenant à Philippe Martin pour 25 minutes. Merci de cette invitation. Alors, c'est un petit peu difficile de passer à la tête parce que j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été dites et je peux dire que pour la diversité du débat, j'ai un petit peu de soucis de faire en accord avec un certain nombre de choses qui ont été déjà dites. Donc, j'ai essayé de trouver des points de désaccord. Je ne serai peut-être pas spécifique. En termes de diagnostic, je crois que tu as dit, j'ai rencontré une chose qui était assez impressionnante, c'est la baisse du nombre des exportateurs. On est passé de 130 000 à 100 000 exportateurs en une dizaine d'années. Il faut bien voir qu'en France, et ça c'est le cas dans la plupart des pays industrialisés, il y a une très forte concentration des exportations sur un tout petit nombre d'exportateurs. En gros, si je me rappelle dans les chiffres, il y avait 80% des exportations qui sont faites par à peine 5-10% des exportateurs, c'est vrai dans tous les pays. Et c'est encore plus vrai, c'est une très forte concentration des exportateurs sur un tout petit nombre des exportations sur un tout petit nombre d'exportateurs en France. Et donc vous avez une chute du nombre d'exportateurs depuis à peu près 10 ans. On l'a dit, les parts de marché ont fortement chuté. C'est très impressionnant par rapport aux autres pays européens. On est le pays où les parts de marché mondiales ont le plus baissé. Et alors que les parts de marché baissent dans une certaine mesure pour la France et les pays européens, ça n'est pas très surprenant étant donné la montée de la Chine, de l'Inde, des pays émergents. Ce qui est grave, c'est un relatif par rapport aux autres pays européens. C'est ça je pense, le problème du débat. Alors, sur le débat, compétitivité coût, compétitivité hors coût. Bon, je suis d'accord avec les chiffres qui viennent d'être donnés. En fait, si vous regardez le coût de l'industrie par rapport à l'Allemagne, il est à peu près semblable, mais en revanche, il a augmenté plus rapidement dans les dernières années, alors que la qualité relative, en tout cas, diminue. Et je crois qu'il y a une erreur qu'on fait quand on oppose, il y a eu ce débat entre la gauche et la droite, quand on oppose compétitivité coût et compétitivité hors coût, c'est-à-dire la qualité des biens, l'innovation, etc. Il est clair que si relativement la qualité de vos biens diminue et que le coût ne baisse pas, vous allez vendre moins et donc ça va se ressentir sur vos exportations, sur votre emploi, etc. Donc il faut bien voir que la qualité et le coût, mais vous le savez bien en tant que consommateur, c'est un parti substitut. C'est-à-dire que vous êtes prêt à acheter quelque chose qui a une moindre qualité si le prix est plus faible. Et donc en fait, les deux choses sont assez substituables et il ne faut pas les opposer. À mon avis, c'est une erreur grave d'opposer une politique qui irait pour la baisse des coûts ou une politique qui augmenterait la productivité, la qualité des produits. Et ça, on va parler, mais c'est clair qu'il faut absolument faire les deux, même si l'horizon temporel de ces deux types de politiques est très différent. Donc nous, en effet, on a un problème en particulier sur les coûts dans les services. C'est pour ça que là peut-être que je vais essayer de l'opposer à vous, parce que je pense que les services, c'est très important. C'est très important parce qu'en effet, je crois que ça à peu près 70%, ça rentre dans 60% des coûts des exportateurs. C'est-à-dire qu'en fait, l'industrie consomme énormément de services. Et
Et donc, si vous avez des coûts dans les services qui sont plus élevés par rapport à l'Allemagne, et c'est le cas vraiment très clairement, là vous allez avoir un problème de compétitivité qui va se retrouver du coup dans l'industrie. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que je pense que l'idée par exemple d'abaisser les charges sociales jusqu'à 2,5 SMIC est à mon avis un peu une erreur, parce que l'idée originale c'était de se dire dans l'industrie on paye mieux les gens, hein, et donc il faut baisser le coût du travail dans l'industrie et aller un peu plus haut que les salaires typiques moyens ou médians dans l'économie française. C'est un peu une erreur parce que si le problème c'est vraiment les services, alors il faut surtout diminuer le coût du travail sur les bas salaires, d'autant plus qu'on sait que l'élasticité, c'est en gros la manière dont réagit l'emploi à une baisse de salaire est très importante pour les bas salaires. Donc moi j'insiste beaucoup sur les services. Je pense qu'en fait c'est un input très important pour l'industrie, et donc il ne faut surtout pas l'oublier. Vous considérez que les services c'est pas important dans le commerce international, c'est vrai, c'est 20%, sauf que c'est quand même ce qui croît le plus rapidement. On croît plus rapidement que dans le commerce mondial, beaucoup plus rapidement que l'industrie. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier de ce point de vue les services. Alors, clairement, donc, on a eu une baisse relative en termes de compétitivité, et c'est lié en partie à nos coûts. Cependant, quand on regarde un certain nombre d'études, on voit que pour la France, on n'arrive pas à expliquer tout. Il y a une grosse partie de la baisse des parts de marché qu'on ne peut pas expliquer simplement par mais ces coûts sont importants, sont importants pour comprendre les exportations et les parts de marché. On a fait une étude, on a maintenant des bases de données extrêmement riches sur les exportateurs. Donc, on connaît depuis 15 ans, on a l'ensemble des exportateurs français, ce qu'ils exportent dans tous les pays depuis 15 ans. Donc on a des bases de données extrêmement riches, on a fait un travail pour voir dans quelle mesure une baisse de coût relatif par rapport aux compétiteurs avait un impact sur les exportations au niveau vraiment microéconomique. C'est pas au niveau agrégé, c'est vraiment, on a en fait des millions d'observations, on a l'ensemble, la totalité des exportateurs. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que ça a un effet, une baisse de coût relatif, ça a un impact assez rapide sur les exportateurs, au sens où ça augmente les volumes des exportateurs présents déjà sur les marchés, et ça augmente aussi le nombre d'exportateurs. C'est ce qu'on appelle, en termes un petit peu techniques, la marge extensive, c'est-à-dire que les exportateurs rentrent sur les marchés lorsqu'ils gagnent en compétitivité coût, et la somme des deux, c'est-à-dire le fait que les exportateurs déjà présents se mettent à exporter plus parce qu'ils ont gagné en compétitivité et que de nouveaux exportateurs rentrent sur les marchés, fait que en gros, quand on baisse de 10% les coûts relatifs, on augmente les exportations de 10%. C'est pas négligeable, et ça en un an. Et l'entrée se fait assez rapidement en fait, sur les marchés, on le constate. Donc c'est pas du tout négligeable. Si on réfléchit à ce que on pourrait faire le petit calcul des 20 à 30 milliards que ça donne, en gros ça fait à peu près, ça doit faire à peu près un demi-point de PIB. Donc si vous baissez de un demi-point de PIB, ça fait en gros un demi-point de PIB de croissance pratiquement. Vous allez faire un petit calcul de point de table. C'est pas négligeable en termes de gain de croissance à court terme, via cet effet sur les exportations. Il faut voir si les prix baissent. Alors, il faut que les prix aux exportateurs baissent. Et nous, ce qu'on constate, c'est que, de fait, alors, il y a tout ce débat, mais oui, mais alors les marges vont augmenter si vous baissez les coûts, qu'est-ce que vont faire les entreprises? Est-ce qu'elles vont en profiter pour baisser les prix sur les marchés mondiaux et donc augmenter la demande des exportations, ou est-ce qu'elles vont en profiter pour ne pas baisser ces prix à l'exportation et donc augmenter leurs marges? Nous, ce qu'on constate, c'est que, en tout cas sur le marché exportation, parce qu'il faut faire attention, c'est peut-être pas vrai sur le marché français qui est beaucoup moins concurrentiel, et donc vous pouvez évidemment plus facilement augmenter vos marges. Sur le marché exportation, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une baisse des prix à l'exportation. C'est pas facile de calculer les prix à l'exportation, mais nous, ce qu'on constate, c'est une baisse des prix à l'exportation qui explique pourquoi d'ailleurs vous avez une augmentation des volumes vendus. Cette baisse de 1 point, si
si vous baissez les prix Non, 10%. non, ça n'est pas une baisse des prix de 1 pour 1. En gros, c'est à peu près 80%. Donc ce que ça signifie, c'est qu'en effet, certaines entreprises, en particulier les plus grosses, ajustent plus leur marge, et les plus petites, elles baissent beaucoup les prix. Les moins productives, les plus petites. Il faut se rappeler, c'est les grosses qui comptent. En fait, à l'agrégat, enfin, je veux dire, quand vous regardez les chiffres des exportations françaises, ce qui compte, c'est les grosses. C'est le comportement des grosses. Donc elles, c'est vrai, augmentent en partie leur marge quand elles ont une baisse de coûts, mais fondamentalement, quand même, elles baissent les prix d'exportation et elles gagnent des parts de marché. Donc ça, c'est important de le faire. En plus, ce qu'il faut voir, c'est que si l'entreprise décide d'augmenter ses marges plutôt que de baisser ses prix, en partie, il faut se rendre compte, et ça c'est lié avec le débat sur la compétitivité hors coût, l'innovation, la recherche et le développement, la qualité des produits. Il faut voir, et ça je rejoins tout à fait ce qui a été dit, qu'il y a un vrai problème des marges en France, et en particulier des exportateurs. Donc, si vous voulez faire de l'innovation, de la recherche et du développement, vous avez besoin de marge. Vous avez besoin de marge parce que tout simplement, pour financer ces innovations, cette recherche et développement, c'est des coûts fixes qui coûtent extrêmement cher. Donc vous allez être obligé d'augmenter ces marges. C'est vrai qu'en France, on a un vrai problème de marge, en particulier sur les exportateurs. Alors, un autre point sur la compétitivité qui a été un tout petit peu abordé, mais qui me paraît quand même important, c'est qu'il y a eu un changement très profond de la mondialisation depuis en gros 15 ans. C'est en gros ce qu'on appelle le processus d'intégration verticale du mode de production. C'est-à-dire que maintenant, auparavant, la mondialisation, c'était en gros séparer la consommation et la production de biens finis. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. C'est la segmentation, la séparation des différents stades de la production. Et donc, de plus en plus, ce que vous voyez, c'est que les entreprises délocalisent une partie de la production, une partie des stades de production. Ce qu'on a fait moins en France qu'en Allemagne. L'Allemagne l'a fait beaucoup avec un certain nombre de pays de l'Est. Clairement, ça a un impact sur la compétitivité de votre bien final. Parce que si vous êtes capable de vous spécialiser seulement sur les parties des stades de production où vous êtes les plus compétitifs, et de laisser aux autres pays qui ont des avantages comparatifs en gros sur un certain nombre de stades de production, vous n'avez pas d'avantage comparatif. En fait, certes, vous perdez sur un certain nombre de stades de production, mais vous allez regagner en termes de coûts sur le stade final de votre produit, la voiture, par exemple en Allemagne, dont une grosse partie des stades de production sont faits dans d'autres pays. Et c'est vrai qu'en France, et là les pouvoirs publics, on a eu une responsabilité pas négligeable, il y a eu énormément on a beaucoup freiné les délocalisations. Je comprends très bien les raisons. Mais n'empêche qu'à la fin, je ne suis pas certain qu'on ait gagné des emplois en faisant ça. Parce que du coup, on a augmenté un certain nombre de coûts à Tenaille pour un certain nombre de secteurs, par exemple le secteur automobile. Alors, moi je suis tout à fait d'accord en effet qu'il y a un vrai problème sur l'innovation, la qualité des biens, le fait que beaucoup d'entreprises françaises n'ont pas trouvé leur niche, entre guillemets, et qu'on se retrouve un peu en France, sur le secteur industriel, entre d'une part les Allemands qui sont sur des produits de cloud technologie, cloud qualité, et les Espagnols qui vont sur des produits moins coûteux, et du coup on a une spécialisation un peu intermédiaire et qui est assez difficile. On n'est ni des produits à bas coût, et on n'est pas non plus sur des produits de très haute qualité. Et on se retrouve un peu en sandwich entre d'une part l'Allemagne et l'Espagne qui est en train de nous rattraper parce que l'Espagne voit ses coûts de production baisser à cause de la baisse des salaires. Bon, alors en termes de coûts d'application de politique économique, je reviens sur le fait que, à mon avis, il y a eu une véritable erreur dans le débat sur la question de la compétitivité qui a été d'opposer encore une fois une politique qui serait une politique d'offre ou de long terme où on augmente, on fait plus d'innovation, et je reviendrai sur la formation professionnelle aussi peut-être, sur les taux de compétitivité, des choses comme ça. Très bien, et ça c'est des choses qui vont avoir un impact d'ici 5 ans ou 10 ans. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire. Il
faut absolument immédiatement le faire, parce qu'on a pris énormément de retard. Il faut immédiatement le faire. Mais il ne faut pas en attendre des effets sur les exportations, sur l'emploi, sur la production dans un an. Ça, c'est une politique de long terme. C'est très important de le faire, mais c'est une politique de long terme. Or, moi, j'ai quand même un instant de keynesianisme, c'est-à-dire que je pense que la demande est importante, et je pense que réussir à avoir une relance de la demande, en particulier par les exportations, c'est une politique de la demande, et une relance des exportations, auparavant, on le faisait par de la dévaluation. Là, maintenant, une manière de faire de la dévaluation, c'est en effet de passer un certain nombre de charges. Sur la CSG ou sur la TVA, je suis complètement d'accord que c'est à mon avis un débat pas très intéressant de savoir si c'est la CSG ou la TVA. À la fin, de toute façon, c'est toujours les mêmes, c'est à peu près les mêmes qui vont payer. Donc, de ce point de vue, je pense que c'est très important d'avoir aussi un volant politique de court terme qui permet de relancer les exportations. Et contrairement à ce qu'on entend, ce n'est pas une politique de l'offre, c'est aussi une politique de la demande, au sens où c'est aussi une relance des exportations, avec exactement les mêmes inconvénients et les mêmes avantages que une évaluation. C'est-à-dire que vous avez des avantages en termes de relance des exportations parce que vous baissez vos coûts, et donc ça permet de relancer l'emploi, etc. Et ce n'est pas négligeable en termes de gain de croissance. Moi, j'avais fait le petit calcul de point de table, d'arriver à 0,5 points de PIB en plus. Grâce à ça, ce n'est pas négligeable aujourd'hui. On serait très content d'avoir 0,5 points de PIB de croissance en plus. Et donc, à mon avis, il faut absolument le faire. Et ça a même des avantages, parce que c'est vrai, ça signifie une baisse du pouvoir d'achat des salariés. C'est exactement comme une dévaluation. Quand j'entends un certain nombre de gens dire qu'il faut absolument avoir une dépréciation de l'euro, et c'est ça qui va permettre une relance de nos exportations. Complètement d'accord. Je pense qu'on peut faire un euro trop cher, et il faut certainement avoir une dépréciation de l'euro. Et ceux qui disent qu'il faudrait avoir une dépréciation de l'euro, c'est la bonne politique. Et la mauvaise politique, c'est de faire des changements de charges, des charges sociales vers la CSG, parce que ça baisse le pouvoir d'achat. Mais non, c'est la même chose. La baisse des charges et du déplacement vers la TVA a le même impact qu'une dévaluation, c'est-à-dire, encore une fois, baisse du pouvoir d'achat et augmentation de la compétitivité. Une dévaluation, ça fait baisser le pouvoir d'achat, et c'est exactement pour ça que ça marche. Si vous ne baissez pas le pouvoir d'achat en faisant une dévaluation, une dépréciation de l'euro, ça ne marchera pas, parce que ça ne peut pas marcher sans diminution du pouvoir d'achat. Donc ça a le même inconvénient, la baisse du pouvoir d'achat, ça c'est clair, et les mêmes avantages qu'une dévaluation nominale, une dévaluation du taux de change. Sauf qu'on ne peut plus le faire à l'intérieur de la zone. Donc voilà, moi je pense qu'on va aussi parler, j'espère, du dialogue social, à quel point c'est peut-être avec la compétitivité et la productivité. Bon, alors, dialogue social, voilà, le diagnostic, moi je commence à déprimer un petit peu avec ces réunions, parce que c'est un peu déprimant quand on regarde la situation en France. C'est vrai que le dialogue social est très mauvais, on sait tous. Du point de vue d'ailleurs, le syndicat et les patrons sont tout à fait d'accord pour une fois sur ce sujet. On est un des pays où il y a vraiment un consensus des acteurs sociaux sur le sujet. Moi, je pense que le dialogue social avec la compétitivité, c'est important. Mais juste une seconde, le dialogue social, c'est important en soi. Même si ça n'avait pas d'impact sur la compétitivité, il y a plein d'études qui montrent que le bien-être au travail, c'est quelque chose qui dépend énormément du dialogue social à l'intérieur de l'entreprise. Donc même si le dialogue social n'avait pas d'impact sur la productivité et la compétitivité, je pense que de toute façon, on doit améliorer le dialogue social. C'est quelque chose d'extrêmement important pour le bien-être des salariés et des travailleurs. Il se trouve qu'en plus, le dialogue social a un impact positif sur la productivité. Donc ça, il y a pas mal d'études qui ont été faites, d'expériences même qui ont été faites, sur le fait que quand on implique plus les salariés dans le mode de management, le mode en particulier les réformes et les changements à l'intérieur de l'entreprise, ça a un impact positif sur la productivité et la compétitivité. Bon, donc là, on ouvre tout un volant qui est la question de la manière dont le dialogue social se fait ou ne se fait pas en France, la représentativité des syndicats, et en particulier aussi
moi je pense qu'il y a un énorme volant qui lie vraiment le dialogue social et la compétitivité, c'est toute la question de la formation professionnelle, qui est un énorme désastre en France. Et là, il faut bien aussi en parler, parce que c'est évidemment lié au financement des syndicats et des acteurs sociaux et du patronat, parce que l'on sait que la formation professionnelle est complètement inefficace en France, elle bénéficie surtout aux plus diplômés, c'est-à-dire ceux qui n'en ont peut-être pas le plus besoin, et c'est une énorme source de financement pour un certain nombre d'acteurs sociaux, et pas une source de financement extrêmement transparente. Et ça, je pense que c'est très grave. Et donc ça signifie qu'il y a plein d'enjeux qui reviennent sur le dialogue social. Et là, on retrouve la question des syndicats, du rôle des syndicats en France. Vous savez, on a un taux de syndicalisation extrêmement faible, et en grande partie parce que pour bénéficier d'un certain nombre d'accords sociaux, contrairement aux pays scandinaves, si vous voulez bénéficier des accords sociaux dans les pays scandinaves, vous devez adhérer à un syndicat. Donc évidemment, il y a une très forte incitation à adhérer aux syndicats, et donc vous avez des syndicats très massifs dans ces pays, qui représentent 80 à 90% des salariés. Et donc évidemment, de ce point de vue, ils sont à la fois beaucoup plus représentatifs des salariés, mais aussi, et là je reviens sur un certain nombre de choses que j'ai dites auparavant, c'est peut-être plus responsable sur un certain nombre de questions essentielles sur la compétitivité. Merci. Je reviens pour être sûr que vous partagez bien le même point de vue que Jean-Pierre Lebas. Donc cette mesure qui consiste à diminuer les cotisations sociales qui pèsent sur les entreprises par un transfert de richesse payé par les ménages à destination des entreprises, ça me paraît aller dans le bon sens. Pour la compétitivité. Oui, je pense qu'à court terme, on est obligé de faire ça parce que c'est une manière de relancer la croissance par les exportations. C'est nécessaire, mais c'est absolument pas suffisant. Parce que si vous ne faites que ça, de fait, et si vous ne changez pas la manière dont les salaires sont liés en particulier à la productivité, dont la recherche et le développement et l'innovation se fait en France, etc., vous n'allez pas régler le problème structurel. Donc il y a un problème conjoncturel et un problème structurel. Le problème conjoncturel, vous le réglez en partie, très imparfaitement par cette mesure. Le problème structurel, c'est des problèmes beaucoup plus difficiles, certainement à régler, mais c'est tout le problème de la formation professionnelle, de l'innovation, etc., du financement de la recherche et développement. Le gouvernement nous dit ce qu'on a fait, ça va faire baisser le coût de 6% à peu près. On va prendre 80%. Moi, 6%, ça me paraît beaucoup. Franchement, quand je fais le petit calcul, ça me paraît. Je ne comprends pas comment ils arrivent à 6%. Parce que, en gros, c'est 30 milliards, c'est un point et demi du PIB. Les charges, le coût salarial, c'est en gros 60% du PIB. Donc ça va vous faire 60% de ça, vous arrivez à un point de PIB. Si le multiplicateur c'est 1 sur les exportations, ça vous fait un point de croissance en plus. On attend le résultat. Et en gros, et les exportations, c'est la moitié de ça, donc ça vous fait. Moi, j'arrive à un demi-point de PIB. Je refais le calcul très rapidement comme ça, je me trouve ça permanent, mais ça arrive à ça. Donc non, on ne prend pas du tout. Non, ça me paraît un peu jamais. Sur la dégradation des marges, vous nous dites qu'on est obligé de passer par une phase où on va augmenter les marges des entreprises, parce que si elles veulent investir pour l'innovation demain, c'est nécessaire. On a quand même eu beaucoup d'années où les marges des entreprises n'étaient pas aussi dégradées qu'elles étaient aujourd'hui, mais les entreprises françaises étaient toujours en dessous en termes de recherche et développement. Donc est-ce que c'est juste un problème de marge? Non, c'est pas que un problème de marge. Encore une fois, je crois qu'il faut arrêter ces détails. Il ne faut certainement pas avoir cette vision où on dit voilà, on a trouvé la solution miracle, il y a un truc qu'il faut faire et comme ça on a réglé le problème. Non, il y a un problème de marge. En France, c'est peut-être pas d'ailleurs le cas dans toutes les entreprises. Moi, mon connaisseur des entreprises que j'en certainement, mais je pense qu'il y a en moyenne en effet un problème de marge. Donc, les marges, c'est pas la seule chose. Il y a le problème du financement de l'innovation pour un certain nombre d'entreprises moyennes. Il y a un gros problème aussi pour les. En France, on a un déficit sur les moyennes entreprises et sur la croissance de ces moyennes entreprises. Il y a tout un problème de financement aussi pour ces entreprises. Dernière question, les perspectives pour l'économie française de croissance, c'est pas terrible. Pour la zone euro, c'est pas terrible. Pour les États-Unis, c'est pas terrible. Les émergents, ça ralentit. Si on gagne en productivité et qu'il n'y a personne pour acheter vos produits. De toute façon,
attendez. Pour votre restaurant télévision, vous l'avez souligné tout à l'heure, ça pose pas de problème. Non, plus qu'un restaurant. Non, mais attendez, la compétitivité, c'est quelque chose en relatif. C'est-à-dire que si les autres, en effet, baissent leurs coûts, c'est peut-être pas un équilibre très coopératif, mais si vous ne le faites pas, vous allez vous trouver dans une situation extrêmement difficile. Alors moi, je suis moins pessimiste que vous sur les États-Unis, sur la croissance américaine, avec évidemment, un gros danger, et donc avec le risque sur le fiscal plus, une très forte augmentation des impôts aux États-Unis à la fin de l'année, Baisse des dépenses. Mais si les Américains arrivent à se mettre d'accord sur ce sujet, moi je suis plus positif que vous sur les États-Unis. Vous vouliez intervenir un petit peu avant de donner la parole à ça? C'était juste une remarque, parce que vous dites transférer des richesses des ménages vers les entreprises, donc on a l'impression d'être des oppresseurs du peuple. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que on assume. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que le revenu national et le PIB, c'est pareil. Vous ne pouvez pas avoir une distribution de revenus qui augmente plus vite que votre taux de croissance au niveau de l'ensemble du pays. Donc ce qui conditionne l'espèce de plafond de verre qu'il y a aujourd'hui sur l'évolution des revenus, notamment salariés en France, c'est pas l'oppression, c'est le fait qu'on n'a plus de croissance. Et ça, c'est incontournable. Si vous êtes à zéro en termes de croissance, je peux vous dire que votre augmentation de revenus en moyenne, statistiquement, sur l'ensemble de la population, ça sera aussi zéro. Et donc, pourquoi on vous dit qu'il faut faire ce mouvement comme l'une des conditions nécessaires, pas suffisantes, nécessaires de l'établissement, c'est parce que ce mouvement-là, comme l'a très bien expliqué Martin, ça va nous donner davantage de croissance. Et donc potentiellement davantage de revenus à distribuer. On veut dire qu'on n'est pas des oppresseurs du peuple, on est des bienfaiteurs du peuple. Le peuple a la parole. Est-ce que vous pouvez simplement vous présenter? Il y a un micro qui vient, comme ça tout le monde vous entend. J'ai été très intéressé par un livre déjà ancien de Jean-Pierre Levade où il parlait de la confiscation sur la plus-value de la part de certains et que demander 12% de retour sur investissement quand la productivité augmentait de 3%, allait forcément dans le mur. Alors on a beaucoup parlé du coût du travail, mais on n'a pas du tout parlé du coût du capital et de la croissance des inégalités dans ce pays qui pèsent aussi, en plus sur le moral, donc sur la mobilisation des troupes. C'est ce que disait Valéza, il disait moi je veux bien manger du pain noir, à condition que je ne voie pas à côté de moi quelqu'un se regarder avec du pain noir, pour reprendre un exemple sur la situation polonaise de l'époque. Merci. Est-ce qu'il y a peut-être plusieurs questions? Je crois qu'il y avait par là, c'est madame, juste à côté. Bonsoir, moi je suis journaliste, je suis allemande et là je ne vais pas ni donner des conseils ni dire qu'il faudrait copier une méthode allemande, mais ce qui me frappe toutes ces années que maintenant j'habite en France, c'est qu'en France un entrepreneur c'est un salaud par définition. Et je me demande comment on va trouver une solution pour la crise et voilà, pour la croissance si on regarde les entrepreneurs d'une manière voilà. Et on a peut-être oublié, mais moi j'ai regardé un peu cette histoire de Volkswagen en 1992. Ça allait très 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 mal. Et voilà. Et là, pendant 12 ans, et on a oublié peut-être ça, mais pendant 12 ans, tous les salariés se sont mis d'accord qu'on ne va pas travailler 5, mais seulement 4 jours par semaine
afin que personne ne soit licencié. Si je lis sur PSA, voilà, là, je ne vais pas poser la question maintenant si les entrepreneurs ont fait des erreurs. Voilà, oui, c'est vrai. Mais là, on dit seulement, non, on ne peut pas licencier ou couper voilà, 8000 postes. On dit, voilà, ça ne marche pas. Il ne faut pas le faire. Mais personne ne dit ce qu'on pourrait faire comme alternative. Il n'y a aucun salarié qui dit voilà, on va tous travailler moins pour que personne ne soit licencié. Oui, bonsoir, merci. J'avais moi aussi une question. Je me présente, je travaille dans l'administration, je m'occupe de politique énergétique et avant je travaillais au ministère de l'économie. J'avais aussi une question sur la diminution du temps de travail et l'impact qu'a eu la diminution du temps de travail avec le maintien du salaire sur l'évolution de la compétitivité française, avec une seconde question derrière qui me turlupine toujours, qui est, comme on souligne, c'est toujours que la productivité a beaucoup plus largement ou aussi largement contribué aux destructions d'emplois que la concurrence avec les pays à bas salaire. Je me demande dans quelle mesure il n'y a pas quand même une réflexion de fond à avoir, même si la concurrence immédiate ne nous permet pas de diminuer le temps de travail, sur une répartition à plus long terme du temps de travail, une autre ventilation, travail, loisirs, etc. La question que va essayer de répondre, on a une là et puis devant. Juste derrière vous, pardon, juste derrière vous. De l'autre côté. Oui, bonjour Alain Voisin. Je suis entrepreneur indépendant. Je voulais vous poser la question. Les camarades en fait, de l'école polytechnique ou de HEC ont pour beaucoup entamé un mouvement de transition qui est assez populaire ici au Normandie. C'est-à-dire qu'ils ont quitté en fait les grandes entreprises, moi-même aussi. J'évalue ça au moins à 20% en fait des deux corps pour prendre d'autres métiers. Et on voit par exemple que certains qui sont devenus instituteurs à la campagne vivent mieux que ceux qui ont fait les grands corps et sont directeurs à la stratégie dans des finales du CAC 40. C'est-à-dire qu'ils ont l'appartement pour en maison et une qualité de vie supérieure. Je voulais savoir, est-ce que la problématique de la centralisation et de l'immobilier à Paris n'a pas un impact majeur dans le problème économique actuel, dans la mesure où en fait, les salaires ne permettent pas de vivre à Paris, y compris pour les gens qui gagneraient plus. Merci, on va prendre une dernière question juste devant. Bonsoir, Olivier Morel. Moi, je suis banquier central. J'ai créé une monnaie complémentaire sur Facebook pour accélérer les échanges entre amis. Merci beaucoup. Je suis très flatté par la générosité de votre temps, dont vous nous avez accordé, à la fois en tant que panéliste et puis aussi votre temps d'expert en salle. Je voudrais partager une question sur laquelle je me frotte depuis très longtemps et je n'ai pas de réponse. On a parlé de l'entreprise comme lieu de création de valeur, on a parlé de tronc salaud à sauver. Le tableau de bord, la boussole du patron, pour une bonne part, c'est son compte de résultat. Ce compte de résultat, c'est une construction intellectuelle qui a une centaine d'années, qui n'est pas héritée des Égyptiens, non, elle a été construite à l'heure de l'économie capitaliste industrielle. Et ce compte de résultat est bâti sur un contenté, avec à gauche ce que ça me coûte, et à droite ce que je perçois. Et dans ce que ça me coûte, j'ai la masse salariale. Donc de fait, les salariés, les compagnons d'œuvre du patron, sont considérés comme des ressources à exploiter au maximum ou des charges à contraindre au maximum. Mais par design, la boussole de l'entrepreneur, c'est une boussole qui privilégie l'actionnaire. Le résultat net, c'est mon résultat net,
et pas la création de richesse globale, l'émancipation des collaborateurs, leur formation, leur développement. Donc, est-ce qu'il y a une solution d'une économie qui bénéficie à tous avec un compte entier comme boussole? Ou est-ce qu'il faut avoir d'autres comptes? On va commencer par là. Merci. Ça répond, c'est une illustration parfaite de la remarque sur la manière dont on considère les entrepreneurs et les patrons en France. Laissez-moi vous dire que c'est une caricature. Je ne connais pas de chef d'entreprise, en particulier dans les petites et moyennes entreprises, qui raisonnent de cette manière. Ça n'existe pas. Il y a deux facteurs de production, le capital et le travail. On essaye de les combiner au mieux de façon à fabriquer de la croissance, c'est-à-dire l'avenir de l'entreprise et de la prospérité pour tous les gens qui s'y trouvent, actionnaires compris. La nature, non, pas dans l'ordre marchand. Tant qu'on ne facture pas, tant que les Verts n'ont pas réussi à fabriquer une vraie économie verte où on facture effectivement l'utilisation des ressources naturelles, non, ce n'est pas un facteur de production puisque c'est gratuit. L'entreprise est dans un système marchand. Alors, pourquoi cette impopularité des chefs d'entreprise? J'ai une explication très brève, très courte, mais comme c'est le sujet du bouquin sur lequel je suis en train de travailler avec beaucoup de plaisir, je peux la lire très résumé. La Révolution française, on a abattu un ordre aristocratique, pour parler comme ça. Cet ordre aristocratique, pendant presque un siècle, il a essayé de revenir. Regardez toute l'histoire française du XIXe siècle. Et donc Tocqueville lui-même le dit. Les chefs d'entreprise, vus par le peuple, constituent le nouvel ordre aristocratique. Donc il faut leur couper la tête. Et de ce point de vue-là, vous êtes une illustration parfaite d'une tendance française très profonde. Non, je ne suis pas caricatural, je pense vraiment ce que je dis. Deuxièmement, pour répondre de la même manière, un peu moins provocatrice à la remarque sur le capitalisme total. Oui, enfin moins provocateur, non. Attendez la réponse. C'est vrai que dans le capitalisme mondial, que j'ai essayé de décrire dans ce petit livre de 2005, donc déjà ancien, c'est vrai qu'à l'époque, dans le capitalisme mondial, dans presque tous les pays développés, j'insiste sur le presque, il y avait un déplacement important vers l'augmentation des marges des entreprises et vers la rentabilité des actionnaires. Et donc dans tous les pays développés, dans presque tous les pays développés, la part des salaires dans la valeur ajoutée créée par les entreprises diminuait de manière très forte. Et donc quand vous prenez le cumul des deux, vous avez aux États-Unis le fait que sur longue durée, les salaires réels vont très peu progresser, sinon pas du tout, sauf la toute petite frange des gens qui étaient actionnaires en haut de l'échelle des revenus et qui profitaient de cet excès de rentabilité actionnariale. Donc vous avez raison, c'est bien ce que j'ai écrit et que je pense encore aujourd'hui, sauf que ce livre était consacré au capitalisme mondial. Donc je m'intéressais pas à la France spécifiquement. Cette évolution qui est vraie dans à peu près tous les pays industrialisés, elle ne s'est pas produite en France. Nous sommes une exception, l'exception française. C'est-à-dire que depuis 1983, les marges les plus fortes des entreprises françaises ont été atteintes en 1989 sous le gouvernement de Michel Rocard. Heureuse coïncidence, elles n'ont pas été très fortes, mais leur sommet historique, c'est 1989. Depuis, elles n'ont pas arrêté longtemps d'être à peu près, d'abord de diminuer, ensuite d'être longtemps stable, et puis à nouveau de diminuer. Donc nous sommes un contre-exemple à l'échelle mondiale. Quant aux inégalités, vous avez raison d'insister sur le même phénomène, mais qui touche un nombre extraordinairement réduit de personnes en France, parce que quand on mesure les inégalités de manière statistique, la France reste un pays où, par rapport à l'ensemble des pays développés, les inégalités sont beaucoup moins fortes, les inégalités de revenus en tout cas, sont beaucoup moins fortes que dans beaucoup de pays comparables. Donc je le dis parce que le débat politique français, de ce point de vue-là,
est animé, si je puis dire, d'images qui sont importées d'ailleurs, mais qui ne correspondent pas à notre réalité statistique. Notre réalité statistique, est-ce que c'est pas que si le partage de la valeur ajoutée, c'est pas déformé comme aux États-Unis ou comme au Royaume-Uni en faveur des entreprises, il y a à peu près la même chose pour les salaires que pour les profits. Les salaires, on a pu leur part en France, avec moins de salaires, on a de la feuille de paye et plus de salaires de remplacement, c'est-à-dire des allocations chômage. C'est pour ça que le salaire a pris un faire. Alors que du côté des profits, certes, le montant est resté le même, mais moins pour l'investissement et plus pour les dividendes. Pour les capital qui augmentent plus vite qu'en Allemagne. C'est ça. Non, vous dites des choses inexactes. Allez vérifier les chiffres. On a écrit un article qui dit ça, c'est pour ça. Je vous dis, alors il est faux parce que comme cette histoire de dividendes nous préoccupait, c'est vrai que la distribution de dividendes en France a augmenté, mais à partir de marges brutes qui se sont, elles, réduites. Mais c'est vrai qu'en proportion de la valeur ajoutée, les dividendes ont augmenté en France. On oublie de dire qu'en général, en même temps, les taux d'intérêt, les intérêts payés ont diminué. Donc, quand on s'intéresse à la rémunération du capital, il faut faire le total des deux. Il n'y a pas que les dividendes. Il y a les dividendes plus intérêts. Or, les intérêts ont diminué. Mais surtout, ce qui va à l'encontre de la thèse française, surtout portée par, je ne dis pas alternative économique, mais enfin une partie très sensible à ça de la gauche française, si vous regardez la situation allemande par rapport à effectivement des marges allemandes qui sont beaucoup plus fortes, d'un tiers marge française, la distribution de dividendes en Allemagne, en dépit de leur caractère familial, de tout ce qu'on dit, etc., et de ce que j'ai dit moi-même, la distribution de dividendes en proportion de la valeur ajoutée des entreprises est beaucoup plus forte qu'en France. Si je reste sur ce sujet, sur la question du capital, il faut faire attention parce que j'avais l'impression que vous reliez ça avec la question de la compétitivité. Dans le coût du capital, il est à peu près partout le même. On peut considérer qu'il est trop élevé, que les marges sont trop élevées, etc. Mais en tout cas, ce n'est pas un problème. Le rendement du capital, est très mobile. Donc, par définition, il ne va pas y avoir énormément de différence de ce point de vue entre les pays. Sur les inégalités, d'accord, de ce point de vue, je pense que c'est quand même aussi une bonne nouvelle. Le système social de transfert sociaux en France a relativement bien fonctionné, c'est-à-dire qu'on a évité une forte augmentation des inégalités. Il faut faire attention parce qu'il y a quand même une augmentation des inégalités sur les très très riches. Ça c'est clair. Mais contrairement à d'autres pays, on a préservé quand même un degré d'inégalité qui n'a pas fortement augmenté, comme l'a écouté aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Canada et même en Suède d'ailleurs, où il a fortement augmenté aussi, mais s'il était à un niveau initial assez faible. Mais là, je suis d'accord avec vous, c'est quand même grâce au transfert. C'est quand même en grande partie parce que les revenus après transfert sont restés assez égalitaires. En revanche, moi je pense qu'on se trompe en France quand on parle du débat des inégalités, on focalise sur les inégalités de revenus. Je pense que le vrai débat, c'est les inégalités d'accès à l'éducation, à la santé, des vraies possibilités de mobilité sociale. Et là, en France, c'est très mal. Et ça, par rapport à d'autres pays, par exemple par rapport à des pays scandinaves, on voit bien qu'on n'arrive pas à faire de la mobilité sociale. Et ça, je pense que le problème de l'éducation est absolument primordial. On a un système inégalitaire à la fois à tous les niveaux, extrêmement inégalitaire, au niveau de la petite éducation, au lycée, etc. Et on reproduit toutes ces inégalités. On a un système éducatif extrêmement hiérarchisé et qui fonctionne mal. Peut-être qu'on fera un autre débat sur le système d'éducation, parce que là, ça sort un petit peu peut-être du sujet. Alors, je crois qu'il y avait une question sur la question du temps de travail. Je crois que les Allemands, en fait, ont fait quelque chose d'extrêmement intelligent, parce que assez flexible sur la question du chômage partiel. Quand ça va mal, justement, c'est le moment de faire le chômage partiel. Je crois que les 35 heures, on l'a fait, c'était la même idée, sauf que le partage du temps de travail, il faut le faire
mais ça veut dire aussi réduire le revenu et partager à la fois le travail et le revenu. Mais il ne faut pas le faire comme on l'a fait avec les 35 heures, c'est de manière extrêmement rigide et ces modèles assez modifiés. Sur le lien entre productivité et emploi, alors vous avez raison, c'est caché, à court terme, toutes les études du monde, une augmentation de la productivité a un impact négatif sur l'emploi. C'est clair, de toute façon, on remplace en fait, les travailleurs par des machines, par des modes de gestion qui économisent du temps de travail. Mais à long terme, c'est la seule chose qui fait du revenu. C'est-à-dire qu'à long terme, ça aussi, c'est que les pays qui ont des taux de croissance de la productivité plus élevés n'ont ni plus ni moins de chômage que les autres. C'est un problème de marché du travail, de fonctionnement du marché du travail. Alors à court terme, le problème, c'est que si votre marché du travail fonctionne mal, en France, en effet, une augmentation de productivité peut avoir un impact négatif sur l'emploi. Mais à long terme, la seule manière d'avoir du revenu qui augmente, c'est d'avoir une augmentation de la productivité. C'est le développement économique depuis des siècles. La seule manière de faire, c'est ça. Simplement, il faut trouver une manière pour que, en effet, ceux qui perdent leur emploi à cause des gains de productivité, ça a été le cas historiquement dans l'agriculture, et ensuite maintenant dans l'industrie, retrouvent des emplois dans d'autres secteurs. C'est ça qu'on fait très bien. Question qu'elle n'a pas répondu sur l'immobilier. Depuis le début, en gros, les Allemands on a gagné 5 millions de personnes, les Allemands ont perdu 370 000 personnes. En fait, sur le immobilier, ce n'est pas du tout les mêmes. Que de mètres carrés entre la France et l'Allemagne, le 1 à 3, est-ce que ça joue? Il y a eu une bulle, pas trop en France, mais surtout en Espagne, etc. Il n'y a pas eu du tout de bulle immobilière en Allemagne. Je pense que ça a eu un impact en effet extrêmement important sur le pouvoir d'achat. L'immobilier en France, c'est que tout est politique. Alors, tout le débat des politiques publiques sur l'immobilier en France, qui ont là encore de très bonnes intentions, mais marchent extrêmement mal, puisqu'en fait, on subventionne la demande de l'immobilier, et les seuls qui récupèrent l'argent public dans ce cas, c'est les propriétaires, puisque à offre constante, évidemment, si vous augmentez la demande, ce que vous faites simplement, c'est d'augmenter le prix de l'immobilier. Donc, plus vous subventionnez la demande immobilière, en subventionnant les loyers, etc., ce que vous faites, c'est que vous augmentez la demande, mais si vous n'augmentez pas l'offre, ce que vous faites, c'est que vous augmentez les prix de l'immobilier, c'est-à-dire favoriser les propriétaires. Donc c'est un échec total, on dépense énormément d'argent de public en croyant donner de l'argent aux locataires, mais en fait c'est les propriétaires qui le récupèrent par une augmentation. Je crois que le SOS a trouvé un hôtel pour le mardi, qui va être le prix de l'immobilier en France. Il est 9h05, je pense qu'on va arrêter là. On va remercier les deux intervenants ce soir. Merci à nos intervenants, et simplement pour vous dire que les alternatives vous donnent rendez-vous dans 2 semaines autour de John Bird, un entrepreneur social anglais qui a été élu entrepreneur social de l'année en 2008, qui viendra nous présenter le Big Issue, qui est le plus grand journal de rue au monde, et puis l'occasion également de remercier encore une fois nos partenaires et surtout la Bellevilloise pour leur accueil ce soir, et également vous les avez vus, nos amis de Macadam qui sont dehors et qui relaient souvent le contenu des alternatives. À très bientôt.
au